Nous accueillons pour cette conférence Petya Vieshkova qui est intéressée par les talents des gens, les motivations. C'est quelqu'un qui a une dimension, qui est attentive à ce qui se passe chez les autres, a beaucoup d'observations sur la manière dont fonctionnent les organisations. Et elle va nous livrer en fait 3 clés pour faire en sorte que les gens prennent plaisir où ils travaillent et lorsqu'ils rentrent chez eux le soir soient heureux. Excellente conférence. « 8,4% de chômeurs en France et une entreprise sur deux ne trouve pas chaussures à son pied. Pratiquement une personne active sur 10 est à la recherche d'un emploi et n'en trouve pas. Et en même temps, les entreprises ont du mal à recruter. Et la problématique ne s'arrête pas là. Je me souviens encore de Pierre, jeune diplômé, 25 ans, intelligent, une pépite aux yeux de tous, et en plus beau gosse. L'entreprise l'a embauché au prix fort, l'a formé, lui a donné plein d'avantages. Et qu'est-ce qu'il a fait, Pierre, au bout de 2 ans? Il s'est tiré. Il est parti à la concurrence pour un salaire plus élevé, dit-on, mais on n'a jamais compris pourquoi. Ça nous arrive à tous de penser tenir la perle rare et sans savoir pourquoi, ne pas réussir à la garder. Et puis il y a Nadine. Ça fait un moment qu'elle est dans l'entreprise, Nadine. Dès que vous avez le dos tourné, elle est là. Elle surfe sur Internet. Par contre, quand il s'agit de la mobiliser sur un projet, elle n'est jamais disponible, toujours débordée. Elle s'ennuie, Nadine. Elle en a marre. Et on le voit bien. Mais on ne sait pas comment faire pour la faire revenir dans la partie. Le recrutement en entreprise, c'est une vraie difficulté. Et une fois qu'on pense avoir la bonne personne, encore faut-il la motiver, la conserver, développer son talent. D'habitude, en conférence, j'aborde ces 3 sujets. Aujourd'hui, je me propose avec vous approfondir le sujet de la motivation. Alors, continuons avec Nadine. Pourquoi est-ce qu'elle s'ennuie? Est-ce qu'elle a toujours été comme ça? Qu'est-ce qui explique son manque de motivation? Ça me rappelle une discussion que j'avais avec une amie assistante de direction dans une entreprise de construction aéronautique. Le jour de notre rencontre, on se présente. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Moi, je construis des avions. Ah oui! Et là, émerveillée, je suis en train de l'imaginer, en train de faire des calculs pas possibles sur la propulsion de la vitesse, sur la courbe de l'avion, sur l'impact en termes d'énergie et de consommation. Tu construis des avions? Tu es ingénieur? Non, j'ai un BTS en secrétariat. Et ils démarrent vos avions? Mais non, je t'explique. Je suis assistante d'une équipe d'ingénieurs. J'essaie d'organiser leur emploi du temps. J'essaie de mettre en place toutes les conditions pour qu'ils puissent bien travailler. Grâce à ma contribution, notre entreprise est l'un des leaders sur le marché de la construction aéronautique. Et là, j'ai compris. Pour être motivés, nous avons tous besoin d'appartenir à quelque chose de plus grand que nous et qui nous dépasse. Et Nadine se sent seule. Elle n'a pas l'impression d'appartenir à un collectif et d'y contribuer. Essayons d'imaginer un moment de bonheur. À quoi est-ce qu'on pense spontanément? Un moment de partage avec des amis, avec des inconnus autour d'une passion? Un émerveillement autour d'un paysage magnifique? Quel que soit le contexte, à bien y réfléchir, nous sommes toujours en lien avec quelque chose de plus grand que nous. Alors, pour fuir sa solitude, elle surfe sur Internet en essayant de sentir la vague. Beaucoup de philosophes, d'économistes, de sociologues se sont posé la question de la notion de bonheur au travail. Mais il est où le bonheur?
Et puis, est-ce que le bonheur d'Arnaud, c'est celui de Pierre? C'est celui de Nadine? Et en fin de compte, est-ce de la responsabilité de l'entreprise que de rendre heureux ses salariés? Alors, plutôt que de réfléchir au bonheur au travail, je me suis posé la question, et si déjà on essayait de ne pas y souffrir? D'ailleurs, la philosophie bouddhiste donne une des définitions du bonheur, qui est l'absence de souffrance. Et si l'on regarde le taux d'absentéisme, les maladies liées au mal-être au travail, ce serait déjà un grand pas en avant que de moins souffrir dans l'entreprise. Alors j'ai trouvé 3 clés qui nous permettent d'éradiquer justement, d'essayer d'enlever ce mal-être au travail. Et le premier, c'est la permanence, le sentiment de permanence des choses. Tout sera pareil. À bien y réfléchir, c'est une évidence que ce n'est pas une vérité absolue. On naît, on vit, on meurt. Tout autour de nous est en changement permanent. Et pourtant, on s'accroche. Et pourtant, on s'accroche à nos habitudes, à nos acquis, à notre statut. C'est quelque chose que les RH observent régulièrement dans les entreprises, ne serait-ce que l'attachement au lieu de travail. Une entreprise que j'avais accompagnée devait déménager pour des locaux plus spacieux, plus lumineux, plus confortables, pour le bien-être de tous. Une grande partie des salariés étaient inquiets à l'idée du déménagement. Une personne plus particulièrement était complètement paralysée à l'idée de changer de bureau. À tel point que l'entreprise a dû repousser de plusieurs mois son déménagement jusqu'au jour de son départ à la retraite. Ensuite, elle a fait tout un travail de pédagogie, d'accompagnement de ses collaborateurs, pour qu'ils comprennent qu'en fin de compte, le changement ne sera pas si radical que ça, qu'ils vont retrouver leur mode de fonctionnement, leurs habitudes de travail. Et c'est vrai qu'ils y sont rapidement accommodés à ces nouvelles conditions. Une autre personne qui venait d'avoir une promotion me confiait: j'étais heureuse, mais le jour de mon déménagement, et pourtant je n'avais qu'à passer à l'étage au-dessus, j'étais là. J'avais préparé mes affaires, j'avais mis les cartons sur le caddie et je le tirais. Et j'avais l'impression de tirer toute la misère du monde. J'avançais doucement et j'espérais que quelqu'un me dise: stop, ne pars pas, on a besoin de toi. Et personne ne m'a rien dit. Mes collègues, qui soi-disant m'aimaient tant, avaient repris leurs habitudes et s'affairaient comme si je n'existais plus. Le monde continuait à tourner sans moi. Et j'étais triste de faire ce constat. Tout va, tout s'en va. L'impermanence des choses. La vie est tellement plus légère lorsqu'on l'accepte, qu'on accepte que le changement, c'est le début d'une nouvelle chose. Et que l'on l'accepte non pas par résignation, mais avec joie. Et Nadine s'est renfermée dans sa résignation, que son travail ne va pas changer et qu'il n'a pas d'intérêt pour elle. Et pourtant, elle vient tous les jours à l'heure et elle fait de son mieux son travail. Et surtout, elle attend 17 heures pour commencer à vivre. Et son manager voit bien son manque de motivation et il essaye d'optimiser sa présence, son temps, ses compétences. Mais surtout n'a pas l'audace de lui faire changer son schéma de fonctionnement, de lui dire qu'elle sera accompagnée dans le changement, de lui dire: n'aie crainte, j'ai confiance en ta capacité à accueillir les défis à venir. Nous pouvons les relever ensemble. Ensemble. C'est ma transition vers le deuxième point, donc qui nous permettrait de mieux vivre en entreprise, qui est celui d'indépendance. Je peux fonctionner seul. C'est une croyance que nous avons régulièrement en entreprise. Je vais garder l'information pour moi, pourvu que mon concurrent ou mon collègue ne me pique pas mon idée, mon client, mon projet.
ou sur un point de vue collectif, au niveau d'un service. Imaginons un service production et un service commercial. Le service commercial, bien entendu, se démène pour aller chercher le chiffre. Il va décrocher des contrats. Si l'entreprise fait ses objectifs, c'est bien que grâce à lui, parce qu'il va chercher donc le chiffre d'affaires. Et par contre, le service production, lui, ne va pas produire dans les délais, va mal faire son travail, ne va pas suivre le client, quoi. Le service production, de son côté, va penser que le service commercial va arracher des contrats en proposant tout et n'importe quoi dans des délais juste pas tenables. Et maintenant, lui doit produire dans des conditions difficiles. On fonctionne dans une incompréhension totale. On fonctionne en silo, dans l'accusation, dans le tu qui tue. Une grande partie des problématiques que nous retrouvons en entreprise, c'est parce qu'on manque de lucidité ou d'envie d'admettre que nos actions, nos décisions ont un impact sur tous les autres. Et ce qui est vrai au niveau d'un individu, d'un service, est vrai sur une plus grande échelle. Les décisions et les actions de notre entreprise ont un impact sur le marché dans sa globalité. La politique de mon pays a un impact sur les autres pays, sur les continents, sur la planète dans sa globalité. Il est essentiel d'intégrer dans nos décisions et dans nos actions qu'il y a une interaction permanente entre ce que nous faisons et sur l'impact que ça aura sur les autres. Troisième problématique à régler afin de pouvoir mieux fonctionner en entreprise, l'isolement. Si l'on prend les personnes présentes dans cette salle ou derrière l'écran, nous voyons des personnes bien distinctes les unes des autres. Et pourtant, cette distinction n'est pas aussi radicale qu'elle en a l'air. Souvent, c'est illustré avec l'image d'un haulant. Le haulant, pour les scientifiques, est une particule qui a une structure à part entière, indépendante, et qui, en même temps, fait partie d'un ensemble plus grand. Et bien entendu, la somme des éléments, et donc la globalité n'est pas la somme des éléments. Nous pouvons également l'illustrer avec le fonctionnement d'un organisme. Dans l'organisme, nous avons des organes, avec chacun sa fonction, son rôle, son importance. Et chaque organe est mobilisé pour permettre le fonctionnement global de l'organisme. Et lorsque un organe est défaillant, l'organisme sera impacté dans sa globalité. Et il va envoyer des signaux à tous les autres organes pour les mobiliser, pour venir en aide, chacun selon sa fonction et ses moyens, à l'organe défectueux. Et tout ça dans la finalité de l'équilibre global de l'organisme. C'est un peu comme notre assistant de direction dans l'entreprise de construction aéronautique. Lorsque nous fonctionnons en isolement, nous nous focalisons sur nos différences, sur ce qui nous sépare, sur ce qui nous fait peur. Nous construisons des murs pour nous en protéger. Lorsque nous raisonnons collectif, nous nous focalisons sur ce qui nous rapproche. Nos différences sont notre richesse. Lorsque je m'enrichis, lorsque je gagne, le collectif dans sa globalité s'enrichit. En conclusion, ce que je voudrais partager avec vous, c'est que plutôt que de chercher le bonheur dans l'entreprise, pour y trouver une certaine harmonie et un fonctionnement commun, il est important de construire un environnement propice au changement et qui accepte les différences et dans lesquels les collaborateurs travaillent en lien entre eux pour contribuer vers une finalité commune et qui les motive. Je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions.